Madame, Monsieur, bonsoir. L'année 2014 appartient désormais à l'histoire. Une année riche en rebondissements aussi bien sur le plan politique, économique que social. Ce soir, en lieu et place d'une émission bilan, mesdames et messieurs, il sera question de vous faire revivre les temps forts des émissions que nous avons eu à enregistrer en 2014. Suivez plutôt. Je donne un exemple palpable. L'UMP, aujourd'hui, n'est plus majoritaire. Et c'est le PS. Bon, s'il y a un grand débat, l'UMP ne peut jamais dire aux députés de créer un cadre. Le contexte politique est différent. Non, écoutez. L'APG même l'a recommandé, mais après tout, l'APG a fait référence à l'Assemblée parce que l'APG a recommandé ça. S'ils font tout le débat, s'ils font tout là-bas, ils iront où maintenant pour voter? L'APG mettra en vigueur la loi là. Après les discussions, la loi sera exécutoire. Non, ça doit passer quelque part. Ça doit aller forcément à l'Assemblée. Et si ça va à l'Assemblée, moi je le dis, ça peut être rejeté. Parce que l'Assemblée n'est pas une chambre d'enregistrement. Voilà, Ambroise Pondio, réaction? Oui, moi je pense que Robert Dumassi n'est pas encore descendu de l'avion parisien. Parce que là, je voudrais juste lui rappeler que nous sommes ici au Togo. Et à ce titre, il faut qu'il sache que les débats au Togo ne sont pas comme ce qui se fait à l'Assemblée française. Et les réalités togolaises ont démontré pendant longtemps que quand vous avez une assemblée de ce genre, ne vous attendez pas à des réformes consensuelles. Ne vous attendez pas à des réformes réalistes. Pourquoi l'opposition demande à ce qu'il y ait un cadre de discussion d'abord entre eux, entre les acteurs politiques, déblayer le terrain, dépoussiérer tout ce que l'APG a sorti comme recommandation, voire le CPDC rénové, pour qu'on puisse maintenant renvoyer peut-être ces dossiers à l'Assemblée. Là, on aurait déjà éplucher ce qui est essentiel, ce qui doit se faire, pour que ceux-là qui sont à l'Assemblée, dont le pouvoir détient la majorité, puissent savoir que ça, c'est des débats politiques que nous avions eus. Nous nous sommes entendus sur nombre de sujets. Maintenant, il vous appartient à vous qui détenez la majorité à l'Assemblée de pouvoir penser à l'avenir de ce peuple et de sortir de cette crise dont nous souffrons pendant plusieurs années. Je ne suis pas contre de ce fait qu'on construit des routes. Mais je crois, à mon avis également, que c'est un devoir du chef de l'État parce qu'il a fait, comment appelle-t-on, un programme de société à la base duquel peut-être il veut gouverner. Et donc, ce programme de société, il a soumis au peuple togolais qui peut-être l'a voté. Et c'est pour ça qu'il est venu au pouvoir. Et donc, il devait quand même continuer par travailler dans ce sens-là. Et je me dis également encore que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des dettes que le Togolais va payer, c'est des dettes que nos enfants, nos futurs, nos petits-fils vont payer un jour. M. Fognassibi est en train de faire quelque chose, mais pas grand-chose. J'ai même pour les réactions par rapport à... Oui, bon, je trouve le jugement de mon confrère assez sévère, mais c'est vrai que on attend beaucoup plus du chef de l'État que ce qu'il peut donner. Mais au même moment aussi, il faut savoir quantifier l'effort qui est fait. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous prenez un peu les élections qui se succèdent, vous comprendrez qu'une bonne majorité des Togolais commence par approuver ce que le chef de l'État fait et commence par le soutenir et l'encourage à aller de l'avant, donc en lui accordant sa confiance. Et il faut dire que le pays avait d'énormes problèmes quand on compare sur le plan social, le pays sous le président Faure et sous le président Yadema. Je dis non, prenez tout simplement le budget. Sous Yadema, le budget n'a jamais dépassé 350 milliards. Ça n'a jamais dépassé, mais aujourd'hui le Togo est à 800 milliards. Ça veut dire qu'il y a plus de dépenses à faire. Ça veut dire que le Togo aussi arrive à mobiliser plus de ressources. Ça veut dire que sur le plan de la bonne gouvernance, il y a des efforts qui sont faits et qui permettent aujourd'hui de mobiliser beaucoup plus d'argent que par le passé. C'est vrai que les attentes sont énormes, mais au même moment, on ne peut pas dire que les routes qu'on fait aujourd'hui, ce n'est que des prêts que les gens vont rembourser. Non, quand vous prenez la route de Lomé, Vaughan en foin qui a été lancée, qui coûte 24 milliards,
Mais c'est un financement du Togo, c'est pas un prêt. La BOAD n'a fait que financer. Non, j'en viens. La grande partie des routes sont des prêts. Hein. Non, c'est l'impression qu'on donne. Il y a des prêts, il y a des dons, mais il y a des routes que le Togo finance. Et sur les 24 milliards, c'est un financement. Personne ne refuse. Oui, je te donne un exemple pour te dire que c'est pas aussi vrai ce que tu dis. La BOAD n'a financé que le contrôle des travaux. Quand vous prenez la route qui a été lancée le mardi dernier, la route des Monts-Cavier, 23 milliards. Ça aussi, oui, chez moi, je fais même au lancement, ça avait beaucoup de plaisir que la population a accueilli l'arrivée de cette route. Ben, la BOAD aussi, sur ce coup, n'a financé que le contrôle. Donc, on ne peut pas dire que toutes les dépenses aujourd'hui, c'est sur des prêts. Mais il faut féliciter le fait que le Togo a pu atteindre ce point d'achèvement des pays, de PPT, parce que plusieurs pays, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous écoutez les Ivoiriens, ils se battaient à l'époque pour arriver à ce stade-là et bénéficier donc de ce statut-là, parce que quand vous êtes admis à ce statut, ça veut dire que vous êtes crédible, ça veut dire que vous gérez bien votre pays, qu'on peut vous faire des prêts et que vous pouvez rembourser. C'est ce que ça veut dire. On n'admet pas tous les pays à ce statut, c'est parce qu'on observe un peu la bonne gouvernance. Donc ça, c'est des efforts qui sont faits. On ne peut pas aujourd'hui dire que ce n'est pas fait. Quand vous prenez sur le plan agricole aujourd'hui, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, avant même les routes, c'est beaucoup plus l'agriculture qui a connu le plus grand financement avec le PNIASA et tout ça, le développement à la base, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer. Le problème agricole, il y a un problème, il y a un paradoxe, parce que le Togo est excédentaire en termes de production, mais il n'y a pas de paradoxe, parce que les prix des céréales, par exemple, au Togo, n'ont plus augmenté. Il devrait normalement baisser. Oui, mais ça a baissé, mais ça devait baisser plus que ça. Ça, on le souhaite. Maintenant, les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. Ce n'est pas dans les champs de l'État en réalité. Ce sont des privés. Mais on aurait souhaité quand même que l'État aussi, qui les soutient, mette un peu plus la pression pour que le prix du maïs, qui est les céréales qu'on consomme plus aujourd'hui, baisse un peu. Mais ça permet aussi à ce secteur de se développer. Aujourd'hui, les agriculteurs sont en train de devenir de vrais hommes d'affaires. Donc tout ça se fait, mais on ne peut pas comparer la population aujourd'hui à celle qui avait Soya-Dema. Il y a 2 universités aujourd'hui, il n'y en avait pas. Il y a plus de 60 000 étudiants aujourd'hui. Soya-Dema, il n'y avait pas ce nombre. Il y a plus de 30 000 enseignants aujourd'hui, il n'y avait pas ce nombre. Donc, c'est compte tenu de la population. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du budget pour montrer que si le budget n'avait jamais été dépassé 350 milliards et qu'aujourd'hui qu'il est à 800 milliards, c'est qu'il y a un véritable changement. Il y a des investissements qui sont faits, il y a de la mobilisation aussi qui est faite au niveau des recettes. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Voilà. À s'en tenir à la lettre, au contenu de la lettre du chef de l'État, il a carrément envoyé l'opposition au Parlement. Mais après l'audience, quand M. Trimois a pris s'adresser à exprimer, il a nuancé. Je pense que aussi longtemps que l'APG reste en vigueur, qu'elle a été signée par toutes les parties, c'est-à-dire tous les regroupements politiques, avec des organisations exactement, sans oublier le rôle prépondérant du médiateur et tout ce que vous savez comme diplomatie qui est intervenu dedans, aussi longtemps que ce texte reste en vigueur et qu'actuellement certaines couleurs de la politique togolaise marchent aux allures de ces textes, je ne vois pas pourquoi par rapport aux réformes institutionnelles concernées, on puisse, n'est-ce pas, chercher à voir les choses autrement. Oui, mais c'est clairement dit que pour des sujets importants de ce genre, je dis bien au moment 2006, quand l'APG était signé, il y avait l'Assemblée. Pourquoi on a trouvé ce cadre extra-parlementaire sur lequel tout le monde était d'accord, tout le monde a signé, et qu'aujourd'hui on ne dise que chose. Je crois que c'est très clair. Le texte est là, il est encore en vigueur. Monsieur Fornia-Simbi sait que c'est un ballon de ce qu'il a lancé. Ce n'est pas possible que ça se fasse à l'Assemblée. Parce que tu sais, à l'Assemblée, il y a 2 blocs, c'est vrai. Mais il y a, j'ai déjà dit, il y a la dictature de la majorité là-bas. Et donc, connaissant nos réalités, et c'est un peu la compte. Et puis au moment où on signait l'APG, les choses n'avaient pas trop évolué. Maintenant, on va poursuivre ce débat. J'aimerais que vous répondiez à cette question. Il y avait le cadre permanent de dialogue qui est un cadre mis sur place pour comment on appelle, débat de ces sujets. Mais
l'opposition ne s'est pas retrouvée dans ce cadre. Non, je crois que pour le moment, nous, on prend l'opposition par rapport au cadre dans lequel il introduit cette doléance. Voilà. Il a introduit cette doléance en référence à l'APG. Oui, maintenant... Et l'APG n'est pas encore obsolète. Oui. Il est encore en vigueur. Oui. Donc, par rapport à cela, je crois que les diplomates, tous ceux qui interviennent dans la vie politique togolaise, qui nous aident ou qui nous assistent, sont d'accord que ce texte est encore là, il travaille. Michel Tchadja... Maintenant, que le chef de l'État refait les gens au Parlement, c'est son droit. Mais qu'il sache que ce n'est pas possible. Voilà. Michel Tchadja, l'ANC demande un nouveau débat, un nouveau dialogue. Ça avait été fait avec le CPDC, mais il n'avait pas pris part à ces échanges. Quel est le cadre approprié alors pour ces dialogues? S'il faut forcément créer un autre cadre, mais qui est-ce qu'on va associer à ce cadre? Le chef de l'État a raison en demandant à l'opposition d'aller faire ces débats à l'Assemblée nationale. Pour une raison toute simple. Vous savez, le cadre permanent de dialogue renouvelé, le CPDC renouvelé, je pense que c'est eux, les gens de l'ANC, qui avaient refusé carrément d'aller dans ce cadre-là pour verser leur contribution pour que les choses aillent. Ils avaient pendant un temps relativement long, on leur avait tellement fait la cour pour qu'ils avaient refusé. Mais que ce cadre n'était pas légitime. Aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se faire pour que ce cadre soit légitime aujourd'hui? C'est de ça qu'il est question. Et pendant des mois, Mundo a tenté vainement de réunir les mêmes personnes de la NCCT. Ils n'ont jamais voulu. Aoumezouna est arrivé, il a essayé. Et la première fois qu'ils ont mis pied à la présidence, à la primature, excusez-moi, juste après le salam alaikum protocolaire, ils ont pris leur sac, ils sont repartis. Donc, face à ces gens-là, que voulez-vous? Il va falloir qu'on les indique la voie de la démocratie. Puis, parce que dans un pays qui est l'Assemblée nationale, c'est le lieu de l'éclosion des idées politiques. Mais si aujourd'hui semble avoir mis un peu d'eau dans leur vin, il ne faut pas faire... De toutes les façons, le chef de l'État, qui est au-dessus de la mêlée, a instruit son Premier ministre pour quand même entamer des discussions. Nous allons voir quel sera le cadre qui sera approprié pour pouvoir permettre à la classe politique de s'entendre. On a assisté à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Bernard Lognon, c'est une nouvelle augmentation de trop. Oui, c'est dans une indignation totale que nous avons appris l'augmentation du prix du carburant la dernière fois. Il faut faire remarquer qu'il y a un droit des consommateurs qui a été violé. Voilà. Et c'est le droit d'être informé par rapport à cette augmentation, pendant un certain nombre de temps, d'abord avant que ça ne soit appliqué. La preuve est que dans l'élément qui venait de passer, vous devez remarquer que chaque intervenant a parlé de surprise. La surprise n'est qu'un dénominateur commun pour tous ces intervenants. Voilà. La preuve également est que il y a de cela 3-4 jours, moi-même j'ai fait un déplacement à l'intérieur du pays, à plus de 200 km de Lomé. J'étais surpris le mardi, le 16 janvier passé, par une augmentation du prix, du tarif, d'accord, pour aller par exemple à Atapami. Ce que nous payons avant, c'est à 2500 francs. Aujourd'hui, la dernière fois plutôt, on a dû payer 3000. Voilà. Vous imaginez ce que ça peut être. C'est-à-dire, ce dysfonctionnement a créé un certain nombre de choses et qui crée de l'indignation au sein des populations au jour d'aujourd'hui. Arrivé à la gare, par exemple à Atapami, le chauffeur a dû se battre avec les passagers avant qu'ils ne s'entendent après sur le prix qu'il fallait payer. Voilà. C'est grave. Mais tous ces problèmes-là ne font que créer de la psychose au sein de la population togolaise. Voilà. Le gouvernement a posé un acte qui n'est pas du tout noble. Je veux également aborder ce dossier sous un autre angle. Si le gouvernement avait pensé qu'il y avait des partenaires en dehors des consommateurs qui se trouvent dans le pays, voilà, il devait normalement les appeler. Je veux citer comme partenaires, entre autres, la Ligue des consommateurs du Togo,
l'association de l'ATC. Voilà, l'ATC également, pour ne citer que cela, c'est pas seulement ces deux associations qui sont là, mais au moins les appeler, discuter du prix à fixer pour que les consommateurs puissent être au courant pendant un certain nombre de temps d'abord avant que cette application de ce tarif-là ne soit faite. Voilà. Alors, lorsque vous permettez, je fasse tout simplement je fais plutôt une petite analyse du prix qui a été fixé du 11 juin, du 3 juin plutôt, 2011, et avant que cette nouvelle augmentation ne vienne. Si j'ai fait une petite recherche à la maison avant de venir, vous avez 10% au niveau des samples, 7,95% au niveau du gasoil, 12,03% pour le mélange à 2 temps, je précise bien au passage que c'est à 2 temps, et 18,18% pour le gaz butane. Mais lorsque nous varions, que si au niveau de la capitale on a mis quelques bus, les bus de Sotral en circulation, cela ne peut pas gérer toute la situation que le problème de transport pose. Il y a les taxis qui sont des passages obligatoires si on veut rallier un point à un autre. Les Sotral, on en a combien? On ne peut pas se baser de ça pour greffer, faire flamber les prix comme bonne chose. Et puis, mais les taxis, les chauffeurs de taxi, ils ont des comptes à rendre à certains, à ceux-là qui appartiennent les véhicules. Et l'État ne peut pas, vu les prix, l'État ne peut pas les forcer quand même à respecter un tarif précis. À partir du moment où on n'a pas pris soin de discuter avec tous les partenaires, voir, bon voilà, nous pensons faire ci. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour un peu amoindrir un peu l'impact de ce que cela va engendrer? On ne s'est pas donné cette peine-là de le faire. À partir du moment où on ne s'est pas donné cette peine en avant, toutes les aventures sont permises. Et je crois que c'est cette gestion au gré des humeurs de certains qui donne cette déplorable situation-là. Oui, c'est comme le consommateur togolais, lui, n'a aucun mot à dire. Je le dis, je le répète. Sous d'autres cieux, je crois que les partenaires sont là. On n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Ils sont là. Appelez-les, discuter avec eux. Et on prend point par point les incidences que cela peut engendrer. Si on doit demander aux conducteurs, aux revendeurs de produits, parce que les gens vont dans des fermes chercher leur maïs et consorts. Et qu'est-ce que vous voulez à partir du moment où si quelqu'un peut-être prenait 100 000 francs pour faire son trajet, maintenant il se voit demander plus de 125 000 francs. C'est naturellement que celui-là aussi greffe quelque chose sur son bol de maïs qu'il doit vendre dans les agglomérations urbaines. Donc c'est tout à fait normal. Je crois que ça ne fait pas sourire. Les Togolais criaient déjà un peu à la cherté de la vie et cette situation qui est intervenue n'est pas de nature à arranger les choses et je la trouve très anormale et que si quelque chose survenait, on ne le demande pas, mais bon, si ça survenait, je crois qu'on aura quand même ouvert la brèche pour que cela survienne. Oui, mais au-delà de cette décision que d'aucuns qualifient d'impopulaire, l'État a sûrement des bonnes raisons d'augmenter. C'est pas l'État qui produit le pétrole. Peut-être les coûts mondiaux du pétrole. Non, peut-être ce qui est déplorable, là, c'est la méthode. Il faut laisser ça de côté. Même si le Togo n'est pas producteur du pétrole, il faut faire remarquer ici que la plupart de ceux-là qui gèrent les stations d'essence là au Togo ne sont que des barons du parti au pouvoir ou bien du régime en place. On peut donner même des noms ici. Non, ça ne vaut pas la peine, on ne va pas avoir. C'est là où je veux dire tout simplement que le chef de l'État n'avait pas dit que c'est une minorité qui s'accapare des ressources publiques là au hasard. La fameuse phrase revient. Oui, ce n'est pas au hasard qu'il l'a dit. Si nous sommes d'accord. Il sait de quoi il s'agit. Aujourd'hui, lorsqu'on augmente le prix du carburant et autres, ça profite à qui normalement? Les populations, les citoyens togolais ne sont pas des responsables de stations d'essence et autres là. Non, ça va quelque part. Et maintenant, le contrôle de ces sous, c'est où? Qui contrôle? Écoutez, tu ne peux pas avoir une entreprise, tu la gères et tu contrôles toi-même les sous.
l'entreprise va forcément avoir de faillite. Voilà. Donc c'est pour cela que quand toi tu es responsable, il faut déléguer une autre personne pour faire le contrôle des sous afin que les choses soient transparentes. Voilà. Allez, Chakala. Mais au-delà de l'argumentaire de mon confrère à l'oignon, moi je dirais que nous en fichons éperdument de qui gère les stations d'essence, qui ça appartient à qui et qui. Nous on ne veut pas le savoir. Ça ne nous intéresse pas. On sait que le Togo ne produit pas du pétrole. Mais la moindre des choses à faire, si on avait un peu d'égard aux consommateurs togolais, c'est quand même de le tenir informé au moins 3 à 4 jours avant que cela ne survienne. Le pouvoir dit, ok, à 100 000, c'est d'ailleurs pourquoi je dis bien, et je reprécise que le CPDC a été créé pour permettre de faire ce genre de discussion. Aujourd'hui, tu dis que bon, on peut se retrouver ailleurs, nous on peut rester, mais n'oublie pas que, quel que soit le cas, le test passera à l'Assemblée. Le président de la République ne peut pas décréter des réformes, puisqu'il n'a pas, la loi ne lui donne pas ces prérogatives-là. On ne peut pas décréter que bon, demain matin, bon, je décrète ce type. Non, il faut forcément, maintenant, dans la volonté manifeste d'associer tout le monde, associer tous les acteurs, pour que des tests qui seront issus de cette discussion soient vraiment puissent avoir une adhésion populaire, et dit discutons ensemble. Et je pense que c'est la démarche et que tout le monde salue. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Voilà. Je dis que nous saluons, nous attendons aujourd'hui, nous attendons. Permettez-moi de relever, et je m'en réjouis, les incohérences dans les discussions, dans les déclarations de M. Dominique. Ces incohérences vont dans le sens où lui-même, il dit que la composition de la RAC est régie par les 22 engagements, et au même moment, il dit que le CPDC ne doit plus être le cadre de discussion, mais il faudrait que ça aille à l'Assemblée. Voilà un peu les contradictions. Et puis, je m'en vais lui rappeler de façon claire et nette qu'il faudrait respecter la loi. Et la loi est là. Que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. La logique au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel, autant au niveau de la Cour constitutionnelle qu'au niveau de la CENI, au niveau des institutions inférieures à l'État, c'est que les institutions, la création de ces institutions ne reflète même pas la loi organique même propre à ces institutions. On dit dans l'article 1er de la loi organique que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est une institution autonome, indépendante de tout courant politique et de tout groupe de pression. Mais si un membre de la HAC, qui est un membre du bureau, représente son parti politique au cadre de discussions politiques, vous pensez que c'est ça? Si le président de la HAC, par exemple, représente son parti dans l'organisation des élections au niveau de sa région, vous pensez que cela reflète l'indépendance de la haute autorité? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Au niveau des réformes constitutionnelles et institutionnelles, il faudrait qu'on fasse l'effort de pouvoir reconsidérer ces situations et de recomposer ces institutions avant que le cadre soit serein. Je m'en vais vous dire qu'il y a des choses, des violations patentes de la déontologie qui se passe dans certains organes qui sont jugés proches du pouvoir. La HAC ne sanctionne pas, mais la déclaration du président de la République à Atakpamé qui disait plus jamais ça. Je vous avoue que depuis mon plus jeune âge, je n'ai jamais eu confiance au RPT ni à tous ceux qui l'animent. Mais à partir de 2000, après 2005, après la déclaration du président de la République, j'ai commencé par avoir confiance en lui. Quand il disait plus jamais ça, j'ai dit, ah, celui-là, il veut opérer. Vous croyez qu'il tourne la page? Des échanges, des changements et autres. Et après, il a mis sur pied la CVJR. Il a dit, ah, il va encore plus loin. Ça ira. Et maintenant, je crois que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une situation de paix précaire. Voilà. Et il faudra faire attention, il faudrait que les uns et les autres essayent de cultiver la paix pour essayer encore de redonner vie à cette apparence de sérénité qui existe. Voilà. Donc il n'est pas bon que certains responsables, surtout les plus hauts responsables de la République, essaient de faire des déclarations qui alertent l'opinion. Voilà. L'affaire des réformes, la question des réformes et la question
de la candidature de telle ou telle autre personne aux élections présidentielles à venir. Voilà. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles fera en sorte que chaque citoyen verra clairement ce qui se passe dans la gestion du bien commun. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, il ne faut pas qu'on lie forcément les affaires électorales aux affaires constitutionnelles. Dans la mesure où il y a les réformes qui seront opérées, et nous le disons, chaque citoyen togolais, dans sa bouche actuellement, doit dire les réformes comme bonjour. Voilà. Doivent le dire, parce que nous sommes dans la mondialisation. On ne peut pas accepter et que ces réformes-là restent inopérées. Oui, mais qu'est-ce qu'on met dans réforme concrètement? Qu'est-ce qu'on met dans réforme? Il y a pas de réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle. Est-ce que le fait seulement de limiter le mandat du président sortant constitue en soi... Non. Monsieur Daniel. Je suis un peu comment l'actualité évolue avec la dernière sortie du collectif Sauvons le Togo qui fait suite à la lettre que Jean-Pierre Fabre, dans son manteau de chef de file de l'opposition, a adressée au chef de l'État. Et lettre à l'issue de laquelle nous on tire deux enseignements. D'abord, la première chose, c'est que aujourd'hui Jean-Pierre Fabre est en train de reconnaître que Faure Gnassingbé est le président élu du Togo. Et de facto, il est en train de renoncer à la contestation de l'élection présidentielle de 2010. Ensuite, aujourd'hui, on sent qu'il arbore vraiment l'habit de chef de file de l'opposition, parce que c'est son parti qui a engrangé le plus grand nombre de députés dans le cadre de l'opposition. Et donc, à ce titre, il pouvait se donner la latitude d'écrire une correspondance au chef de l'État sans demander l'autorisation des autres partis politiques, forcément. Parce que sous d'autres cieux, pour faire partie de l'opposition, on fait une demande au chef de file de l'opposition. Ils peuvent dire la vérité, participer de façon active et constructive dans un débat inclusif pour ressortir une conclusion et aller aux élections. C'est les élections qui importent. Quoi qu'on dise, c'est les élections. On ne peut pas aller à ces élections sans les réformes essentielles. Institutionnelles et constitutionnelles. Les réformes institutionnelles ont commencé depuis, ça vous le savez, avec le badigeon les trucs de Gazef, tout ça là, c'est bien. Mais les réformes institutionnelles, dans le fond, c'est ce que le peuple demande. Et quand nous parlons des réformes constitutionnelles, ça touche d'abord en premier à revenir à la Constitution 92. Ça, c'est la priorité pour les Togolais. Parce que c'est eux qui se sont donné cette Constitution. Il n'appartient pas à une minorité de venir modifier la Constitution. Je suis désolé. Maintenant, à ce dialogue, je crois qu'il est important que le chef de l'État... J'ai trouvé un peu maladroit la réponse du chef de l'État. C'est diplomatique, je le vois. Mais c'est un peu maladroit parce qu'il devrait peut-être être plus sage en constatant qu'il y a une lettre qui est arrivée, qui prenne acte. Il a constaté. Il a constaté. J'ai comme l'impression qu'il a des conseillers qui lui disent de faire ceci, de faire cela, sans mesurer peut-être le retour. Nous sommes sur un terrain politique. Et je sais que chacun tire le doigt de son côté. Et c'est un terrain glissant. Cette réforme n'est pas le fruit d'une grande majorité des Togolais, puisque le référendum qui a été initié, élaboré et exécuté en octobre 1992 a permis aux Togolais, dans leur grande majorité, de dire oui à la Constitution de 1992. Mais si cette Constitution a été triturée et modifiée en 2002 pour baliser la voie à ces problèmes que nous avons, que nous constatons au niveau de la Constitution togolaise, où le verrou de la limitation des mandats a été sauté, où le mode de scrutin a été retouché, c'est ça qui pose aujourd'hui problème. Et quand on dit que la loi n'est pas rétroactive, il faut se poser la question de savoir si en 2002, ce que prescrit la loi était en faveur de ceux qui ont modifié la Constitution que tout un peuple s'est donné comme acquis. Non, puisque nous avons à l'époque une salle d'enregistrement qui ne regorgeait d'une seule formation politique et qui a élaboré les textes en sa faveur et qui aujourd'hui pose problème. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui que 2 semaines pour moi c'est déjà trop, parce que l'accord a eu lieu le 20 août 2006 et qu'est-ce qui a empêché aujourd'hui que l'on parle encore des réformes constitutionnelles et institutionnelles? Il doit en avoir. Je viens de citer
quelques-unes. Mais au niveau des institutions, vous vous rendez compte que la Cour constitutionnelle togolaise est inféodée au pouvoir. Vous avez vu le rôle que cette Cour constitutionnelle a joué pendant la période électorale. Mais moi, j'étais très surpris de constater à la veille des élections législatives dernières que la Cour constitutionnelle, qui n'avait pas mandat d'invalider les candidatures, l'a fait. La Cour constitutionnelle, qui a cette compétence de réagir comme un arbitre, était arrivée à un moment donné à violer la loi. Parce qu'il y a l'article 8 de la Charte des partis politiques qui dit que l'on ne peut pas être militant de deux formations politiques. Je ne sais pas pourquoi la Cour constitutionnelle a validé la candidature de M. Dakou Péré, qui entre-temps était président de l'Alliance et qui s'est porté candidat uni. Alors, tout un tas de trucs qui laissent à croire aujourd'hui qu'il faut aller aux réformes pour corriger toutes ces erreurs. Et jamais pour lui, on a l'impression que la réforme, tout le monde, on a l'impression de jeter tout le temps la tête sur le parti au pouvoir. Est-ce que l'opposition n'a pas une part de responsabilité dans la mise en œuvre même de ces réformes? Oui, il faut qu'on en parle. Mon confrère a parlé de cette assemblée qui a fait le travail en décembre 2002, sans pour autant dire que c'est l'opposition qui a permis la composition monopolaire de cette assemblée en boycottant les législatives. Elle aurait pu participer à ces législatives, peut-être qu'elle ne les aurait pas remportées, mais elle serait présente pour empêcher que le RPT à l'époque ait la majorité qualifiée pour réviser de manière légale la Constitution. Ça, il faut le dire. La Constitution prévoit qu'on peut la réviser à l'Assemblée nationale si un certain nombre de voix est atteint. Donc ce qui a été fait est légal. Mais cette révision voulait permettre au président Yadema d'être candidat en 2003. Cette révision n'était pas faite pour l'actuel président, il faut le préciser. Oui, justement. Donc le président Yadema... J'ai dit que ça a balisé la voie parce qu'aujourd'hui, après 2 ans de mandat de Fort Nassimé, un troisième mandat n'est pas possible si cette modification n'avait pas été faite en 2002, en décembre 2002. Et là pourquoi je dis que ça a balisé la voie. Ce que je voulais rappeler, c'est que Fort Nassimé venait trouver cette constitution. Là, il est venu hériter de cette constitution qui a sauté le verrou de la limitation. Et donc, cette révision est légale parce que l'opposition, quelque part, a permis. Il n'y a que 2 modes de révision, soit en soumet au vote populaire, le référendum, excusez-moi, soit l'Assemblée, si elle recueille une certaine majorité qualifiée, peut le faire, ce qui a été fait. Donc je crois qu'aujourd'hui, ramener la limitation du mandat présidentiel n'est pas de la mer à boire. Je crois que dans la plupart des pays qui nous entourent aujourd'hui, cette limitation existe. Seul dans quelques rares pays où les gens aspirent à rester éternellement au pouvoir, où on n'a pas envie, dans tous les pays qui se veulent démocratiques et qui se respectent, on limite forcément le mandat présidentiel. Je dis à ce propos que je ne pense pas que le parti du président de la République est contre cette limitation du mandat, puisque déjà au CPDC, il y avait eu un consensus sur la limitation. Donc, quand on cherche aujourd'hui à dire non, c'est des réformes qui n'arrangent pas, je dis non. Maintenant, quand la loi entrera en vigueur, elle s'appliquera comment? Est-ce pour le présent, l'avenir ou pour le passé? C'est toute la question. La loi n'agit jamais dans le passé. Autrement, ça serait un gain d'insécurité. On le sait tous. C'est peut-être en droit pénal. Parfois, quand les lois sont plus douces pour le prévenu, on peut les lui appliquer, mais là encore, le juge peut décider. Je souhaiterais revenir rapidement sur la Cour constitutionnelle qui dit totalement valider la candidature de Dakou Péré. Mais dans l'opposition, il y a plusieurs qui ne seraient pas députés aujourd'hui. Si cette Cour constitutionnelle voulait respecter strictement les droits. Pour être candidat à une élection, il faut être enregistré sur la liste électorale. Alors, d'être député de l'opposition aujourd'hui, qui n'était pas sur la liste électorale. Tout simplement parce qu'il y a eu des arrangements politiques qui se sont imposés à la Cour. Parce qu'il y a eu un dernier dialogue qui a demandé qu'on libère des gens qui étaient
en prison pour une affaire d'incendie pour qu'il soit candidat. Et si cette cour dont mon confrère parle voulait être strictement et ça tenir à la loi, cet arrangement politique ne pouvait pas passer. Je crois qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que cette cour n'a pas été tout à fait regardante sur tous les aspects juridiques, sauf pour des cas aussi flagrants où les gens ont fait preuve de négligence dans la constitution des dossiers. On a vu pas mal de candidatures annulées. La Cour a tranché dans le sens de l'apaisement, il faut le reconnaître. Et ça, c'est parce que, avant les élections, certains ne voulaient pas y aller. Donc, certains étaient dans un processus de blocage. Mais moi, je dis, les réformes ont été faites. La RAC a été réformée, quoi qu'on dise. Il y a des représentants de l'IFC dans cet acte avant la naissance de l'ANC. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui a bloqué les réformes, c'est le consensus. Au moment où les gens étaient au CPDC, d'autres étaient dans la rue qui contestaient. Donc, si quelque chose de travail fait par le CPDC ne peut pas être appliqué, à partir du moment où les gens le contestent, et il faut un consensus, donc ceux qui contestent doivent être là pour qu'on passe aux réformes, et c'est ce qui est en train d'être fait, à mon avis, aujourd'hui, parce que ceux qui étaient dans la rue sont revenus pour dire maintenant de discuter. Vous avez fait un travail consensuel, mais il n'est pas aussi il n'est pas aussi large de cela, il faut un consensus plus large, donc il faut que nous apportons nos contributions, c'est peut-être le sens que moi je donne à la démarche des gens qui font. Donc, ce travail, on dit que le CPDC a fait, pourquoi on ne l'a pas appliqué, on ne pouvait pas l'appliquer, parce qu'il n'y avait pas un consensus aussi large. Il y avait une force quand même de l'opposition qui s'est avérée une véritable force à l'issue des élections, qui n'était pas dans ce cadre. La CENI et la Cour constitutionnelle, c'est des deux éléments fondamentaux là, de ces réformes-là qui tiennent à cœur à tout un chacun. Parce que vous voyez qu'au-delà de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit revenir par rapport à ces réformes-là. Mais vous constatez que la question, tout ce qui touche à l'élection, c'est fondamental. L'histoire de mandat présidentiel, le mode de scrutin, et puis la recomposition de la CENI, la Cour constitutionnelle, tout ça, là, ça fait partie des réformes. Donc aujourd'hui, qu'on a déjà mis sur pied une CENI, ça voudrait dire que c'est difficile qu'on parle de faire des réformes par rapport à la CENI avant 2015, parce qu'il y a déjà une CENI qui travaille pour... Et la Cour constitutionnelle, idem. C'est pour ça que je dis, l'opposition n'a pas relégué au second plan les réformes, mais ils font face à une certaine réalité sur le terrain à laquelle ils adhèrent. Maintenant, pour un peu, si vous permettez, pour conclure par rapport... au résultat du conclave. Moi, entre les lignes, je lis un manque de sincérité. Parce que quand vous prenez les positions, elles sont là. Hein. On connaît aujourd'hui la position de l'ANC, on connaît la position du CAR. Le CAR dit, dont on a entendu des leaders du CAR dire sur les antennes que la candidature unique, c'est pas leur problème, et que c'est les réformes qui les intéressent. C'est vrai que, en fait... Ils ne sont même pas signataires. Il faut rappeler que le CAR n'est pas signataire. Ah, j'ai même pas fait attention. Mais ils réclament toujours des réformes. Et dans cette même coalition arc-en-ciel, il y avait Adjamagbo qui ne jurait que par Madame Adjamagbo, qui ne jurait que par la candidature unique, au même moment où au niveau du CAR on disait que c'est la réforme qui résolvait les problèmes. Moi je crois qu'en réalité, si effectivement il y avait possibilité d'avoir ces réformes là et on arrivait à un scrutin à 2 tours, la question de candidature unique est résolue. C'est-à-dire au premier tour tout le monde ira et puis bon, on verra qui pèse quoi, et au second tour le jeu d'alliance va se faire. Voilà, la dernière sortie médiatique du président de la Cour constitutionnelle a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Fabrice, tu disais tantôt que le gouvernement en place a une bonne volonté, a la volonté d'aller à ces réformes, mais on ne le sent pas avec cette sortie médiatique qui fausse encore tout. Hein. Vous savez, le président de la Cour constitutionnelle a manqué de se taire. Il a vraiment manqué de se taire. Et ça, je dis que c'est Dame Nature même qui veut faire voir, hein, qui veut mettre à la lumière chacun d'entre nous. Et le fond, notre fond également. Sinon, qu'est-ce qui poussait le président de la Cour constitutionnelle à faire une telle sortie? Lorsqu'on est président de la Cour constitutionnelle, imaginez que le président de la Cour suprême des États-Unis se mette à donner du spectacle. Mais imaginez ce que ça peut être. Vous n'avez jamais vu, jamais entendu un président d'une haute instance, arbitre suprême, même au-dessus du chef de l'État, arbitre suprême, qui se met à blablablater
à aller dans tous les sens. C'est regrettable pour sa personne. Je crois, sincèrement, je ne suis pas d'accord, en tant que citoyen, de la manière dont la Cour constitutionnelle a été, comme le dit mon collègue, renouvelée. Non, j'ai dit c'est une reconduction. Moi, je parle d'une reconduction. A été reconduit. Mais je me suis dit, peut-être, pour une fois, les messieurs et dames de cette Cour constitutionnelle togolais, ils sont, en voyant tout ce que ce peuple est en train de souffrir, auront la sagesse nécessaire pour ne pas recommencer les mêmes erreurs du passé. Voilà. Mais malheureusement, le président a donné le là. Et ça va le suivre. Voilà. Mais ce que je sais que ça ne serait plus comme avant. Parce que quiconque, je dis bien, quiconque oserait encore flouer le peuple sera frappé d'apoplexie. Voilà. Fabrice le soulignait tantôt, hein, l'opposition n'est pas dans une logique de boycott, et même c'est même bien stipulé dans vos thèses. Mais comment y arriver alors qu'on sait déjà même que déjà au sein de votre conclave, il y a déjà des voix discordantes. Mais je ne sais pas pourquoi ça gêne. Avec le cas, je ne vois pas ce qui gêne dans tout ça. Voilà. Je vais vous donner beaucoup d'exemples aujourd'hui pour que vous compreniez. Prenez le Parti socialiste. Vous voyez le ton, c'est un seul parti. Voilà. Vous voyez tout le haut-là que les gens donnent dans ce parti-là. Prenez l'UMP en France. Vous voyez. Prenez aux États-Unis, même le parti qui est au pouvoir, les démocrates. C'est le seul parti, hein. Ils sont seuls. Mais vous voyez des voix dissonantes. Ici, on ne veut pas. On veut que tout le monde s'aligne. Ça dit tout le monde regarde dans la même direction. Je ne suis pas de cet avis. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le dise et qu'on lui apporte des éclaircissements pour qu'il revienne à la raison. C'est vrai, il y a eu des dissonances, des voix dissonantes. Hein, mais ça ne contribue pas à fragiliser votre dynamique? Non, nullement non. Mais au moment où ça se passait, le conclave continuait. C'est pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un sort du lot et dit « je ne suis pas d'accord », donc tout l'édifice s'écroule. Je ne le crois pas. Voilà. Et je suis certain que tout ça là, je suis au courant d'un certain nombre de choses. Voilà. Le cas, par exemple, n'a pas signé ceci. Mais je sais ce que le cas nous a envoyé au CSE à Arc-en-Ciel hier seulement, aux environs de 16 heures. Je sais. Donc je n'ai pas à révéler un certain nombre de choses sur cette antenne, mais je vous dis, laissez le temps au temps. Laissez les gens s'exprimer. J'aime toujours Bachelard qui dit la vérité est fille de la discussion et de la critique. Voilà, nous allons sortir un mémorandum pour retracer toutes les contre-vérités qui sont contenues dans ce rapport hautement politique. Donc, c'est pourquoi je disais que nos inquiétudes vis-à-vis de ces états généraux, c'est comme si c'était préparé d'avance et nous irons seulement avaliser. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Vous vous souvenez encore de la loi sur la modification de la loi organique de la RAC? Quand les modifications, on a vu vendre ça, dit mais c'est anticonstitutionnel. Voilà. Certaines organisations se sont regroupées pour dire à tambour battant que ces dispositions sont anticonstitutionnelles et aussi liberticides. Mais c'est passé comme une lettre à la poste quand c'était arrivé au niveau de l'Assemblée. Pourquoi aujourd'hui nous pouvons avoir confiance à ce gouvernement qui a tendance à museler, à caporaliser la presse togolaise? La loi était votée, on était encore monté au chrono pour dire, et après le président de la République, je le salue sur ce point, a eu la présence d'esprit de demander l'avis de la Cour constitutionnelle. Voilà. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Mais il y a lieu de s'inquiéter, mes chers amis. Moi, je pense qu'il va falloir mieux préparer ces états généraux pour que ça ne soit pas du bluff. Voilà. Il va falloir préparer
mieux ces états généraux pour que ça ne soit pas de bloc. Mais moi, il y a un souci, une question qui me taraude un peu l'esprit, c'est de savoir est-ce que les confrères même n'ont pas de responsabilité dans la situation actuelle, je veux dire. Non, mais écoutez, les confrères, ou du moins la presse, ne votent pas le budget de l'État. Non, mais la presse ne vote pas le budget de l'État. Vous savez, quand on nous avait dit que l'État a revu à la hausse l'aide à la presse, c'était après une action spéciale. Voilà. Vous vous rappelez sans doute, des représentants de la presse étaient partis saluer le chef de l'État, comme cela est recommandé. Et à la fin, on nous a annoncé que spécialement le président avait décidé de porter ça à 350 millions. N'oublions pas que nous étions aussi à la veille des élections. Voilà. Alors, oui. Et ce spécialement là, après on n'en a plus eu là. Voilà. Ça s'est arrêté là. Donc après c'est revenu à 75 millions. Comment imaginez-vous qu'on puisse aider la presse togolaise qui a des dizaines et dizaines de titres avec 75 millions? Soit 15 millions, donner ça à deux radios, à une télévision, la télévision va vous dire merci, mais j'en veux encore. Alors, soit 15 millions. Et quand vous voyez un peu la répartition, je vais vous donner un peu une idée. Pour l'année 2010, par exemple, certaines organisations ont pu avoir, comme c'était 350 millions, 4 500 000 pour, soi-disant, aider à des programmes de séminaires, ateliers, machin. Mais par la suite, avec les 75 millions, vous savez que des organisations ont eu 1 500 000 et même 1 million. Et il y a eu des presses qui ont accepté de prendre même 250 000 francs CFA. Voilà. Mais c'est de la comédie. On ne peut pas se moquer jusqu'à cette mesure-là de la presse. Aujourd'hui, il faut qu'on nous explique. Moi, je n'ai pas les informations que Isidore vient de donner par rapport à ce rapport. Je n'ai pas les informations. Mais je crois que si ces informations se révélaient fondées, mais là, il y a de quoi s'inquiéter. Que dans aucun document, dans aucun discours des officiels, vous n'entendez pas dire pour bâtir une presse libre et indépendante. Vous allez souvent entendre dire une presse professionnelle, je suis d'accord, une presse prospère. Non, on ne peut pas aller dans la possibilité sans parler de l'indépendance et de la liberté. Je ne suis pas du tout d'accord. Je me demande s'il a vraiment pris connaissance de tout ce qui a été tenu. Je n'ai pas. On va permettre à Fabrice de réagir. J'ai pratiquement empêché de participer à ces états généraux. Heureusement que c'est Fabrice qui m'apprend que j'avais mon nom sur la liste. Et celui qui devait m'appeler ne m'a jamais appelé. Voilà, c'est pas grave. Fabrice, on va vous permettre de réagir et pour fermer cette parenthèse et parler même des recommandations du travail qui a été abattu. Vous avez parlé, on a traité la question de l'aide de l'État à la presse, de la formation des journalistes et d'une convention collective qui est vraiment importante pour ces corps de métier. Oui, en ce qui concerne la convention collective, c'est vrai que ça fait partie quand même des éléments qu'on peut essayer de mettre en pratique dans l'urgence. Et ça également, ça ne peut pas être détaché de la gestion également d'une entreprise de presse qui a été un des thèmes abordés au cours de ces états généraux-là. Parce qu'on ne peut pas demander aujourd'hui, c'est difficilement qu'on peut retrouver des entreprises de presse comme il se doit au niveau du Togo. Voilà. C'est vrai qu'il en existe, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Et donc, je crois qu'il va falloir œuvrer pour qu'on ait vraiment des entreprises de presse viables. Et à partir de là, maintenant, on peut mais on va en arriver à une convention collective pour que les employés aient des conditions de travail très décentes. Et donc, je crois que par rapport à ces états généraux, il va falloir le faire, la convention collective sectorielle, puisqu'il existe déjà une convention collective. Il va falloir y aller. Je crois que jusqu'à la fin de cette année, c'est quand même possible qu'on réouvre les négociations pour qu'on aboutisse. Parce que je rappelle que certaines organisations, notamment le JIT et le SYNJIT, avaient déjà essayé de déblayer le terrain par rapport à cela. Donc, on nous fera que réouvrir pour qu'on en arrive à cela. Donc, il y a des recommandations quand même qui sont importantes qu'on peut appliquer ici et maintenant, mais il y a certaines quand même, il faut dire, quand on parle de la professionnalisation, on ne se lève pas un matin pour devenir professionnel. On a fait un diagnostic de tout ce que les écoles et instituts sur place apportent comme formation aux journalistes et on a compris qu'il y a beaucoup qui ont fait ce métier sans avoir fait les écoles. Donc aujourd'hui, il y a un problème de recyclage également qu'il faut régler. Donc je crois que c'est autant d'éléments quand même. Ça ne peut pas se réaliser tout de suite, mais il faut déjà y penser et c'est en cela l'importance des états généraux. Ce n'est pas que
à la fin de ces états généraux-là, après le retour à l'EME, tout va changer comme si c'était de la magie. Ça prendra du temps sur certains aspects, mais sur d'autres aspects, ça peut aller beaucoup plus rapidement. Par exemple, quand je prends la subvention que l'État accorde à la presse, ça a été également discuté. Alors, quand mon confrère parlait de liberté, d'indépendance, ça dépend du contenu qu'on donne à cette liberté-là. Sinon, on peut pas dire, ce n'est pas parce qu'un État demande d'organiser les États généraux au niveau de la presse que la presse perd sa liberté et son indépendance. Si Blaise Compaoré a pu partir, on peut dire que c'est en partie dû au rôle républicain qu'a joué l'armée dans le pays. Oui, dans un premier temps, je dirais oui. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si, quelque part, l'acte ou la situation qui secoue aujourd'hui le Burkina n'est pas un peu surprenante par rapport aux donnes, par rapport à l'actualité. Voilà. Je dirais dans un premier temps, oui. Oui, parce que à un moment donné, beaucoup pensent que le peuple burkinabé se retrouve toujours sur son laurier et n'arrive plus à se relever et à réclamer peut-être ses droits vis-à-vis de ce qui a été toujours le Burkina depuis que Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir. Donc vous n'êtes pas aussi sans savoir que déjà en 2011, il y avait eu une mutinerie au niveau des garnisons, notamment qui a failli emporter Blaise Compaoré, mais une fois que le monsieur a repris position, donc il a essayé de jouer un peu sur les pions. Il a fait déplacer les pions. Je l'ai fait quand même observer tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est tellement malin. Il sait quand même jouer sur le jeu politique. Il a fait, ça a marché. Mais arrivé à un moment donné, lorsqu'on lance les mouvements populaires ou les mouvements citoyens au Burkina Faso, le peuple burkinabé n'arrive pas, je dirais même la majorité n'arrive pas à répondre. Et ça laisse l'impression comme si ce peuple-là, on peut toujours c'est pas la tromper au quotidien, c'est pas à l'infini. Mais malheureusement, avec les derniers mouvements, avec la mobilisation si grande aussi, de ce que nous appelons la société civile, qui a su quand même poser, qui a su quand même arriver au moment opportun, avec tout ce que nous avons observé depuis le déclenchement de cette histoire du tripatouillage de la Constitution, notamment à son article 37 de la Constitution burkinabé, ça a fait quand même relever un certain nombre d'analyses. Lorsque vous voyez la situation, et aujourd'hui vous soulignez un fait, parce que l'armée burkinabé, c'est une armée républicaine. Et si peut-être sous d'autres cieux, peut-être on va compter encore des milliers de mots, parce que l'armée ne va pas résigner à tirer dans la foule. Et les constatations, les négociations qui ont eu lieu ont démontré à suffisance qu'à un moment donné, une personne au niveau de cette armée ne peut pas oser, parce que vous savez là où se trouve aujourd'hui Laurent Gbagbo, et Blaise Compaoré aussi le sait. Donc ça a énormément joué, mais en tout état de cause, je dis que c'est la mobilisation populaire qui a tellement basculé les choses, parce que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 200 personnes ou 300 personnes qui sont retrouvées dans les rues. Déjà le mardi d'avant l'événement, vous comprendrez que autour de midi, lorsque vous suivez un peu l'actualité, les Burkinabés sont au-delà d'1 million et quelques dans les rues de Ouagadougou et dans les provinces également. Donc en dehors de ça aussi, il faut souligner que les femmes se sont mobilisées le lundi d'avant. Et pour dire que si Blaise Compaoré ne fait pas attention, ce qui va se passer risque de l'emporter. Mais il n'a pas entendu raison. Donc ça fait que d'une manière ou d'une autre, l'armée aussi a contribué, parce que c'est une armée républicaine qui assume son rôle régalien et qui a su quand même compris l'aspiration du peuple burkinabé. Et je pense que tout ça a pesé dans la balance. Mais moi, lorsque j'analyse aussi la situation, je dis que l'Occident aussi a pesé dans la balance. Et surtout lorsque vous suivez tout ce qu'il y a eu comme des émissions spéciales sur les antennes, notamment sur RFI, où à chaque moment, un certain Adama, secrétaire général du parti majoritaire UPC à l'Assemblée, menace, je ne sais pas, Blaise Compaoré de le faire partie, ou la population va le faire partie violemment. Je pense que ça a pesé dans la balance et que Blaise Compaoré a su faire le jeu, a attiré sa révérence d'une bonne manière. Une analyse que vous partagez, Germain? Oui, partiellement, mais moi je pense qu'il y a eu aussi l'usure du temps, parce que Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir. Il a révisé cette constitution au moins à 2 reprises déjà. Il a fait 2 mandats de 7 ans, 2 mandats de 5 ans également. Et donc cette nouvelle révision avait quelque chose d'assez... quelque chose qui faisait que les Burkinabés ne voulaient pas avaler la pilule, parce qu'ils voulaient faire... il ne voulait pas illimiter le mandat, mais il voulait proposer que le mandat, que l'on puisse être candidat à 3 reprises, l'on puisse renouveler son mandat, enfin au lieu de 2 fois, mais passer à 3 fois.
Et donc, les Burkinabés ont envie de faire le calcul. Ils se disent qu'il a déjà fait 27 ans. Il veut encore faire 5 fois 3, ça fait 15 ans. Donc, il veut faire 42 ans. Donc, je crois que cet aspect aussi a déterminé les gens parce que Blaise a donné l'impression qu'il voulait s'éterniser au pouvoir après déjà 27 ans, qui est assez énorme pour un président. On en a vu qui passait le cap de 30 ans, mais de plus en plus, je pense qu'au-delà de 20 ans, les populations commencent donc par se fatiguer un peu. Donc il en avait fait 27 et l'opposition a décrit la situation comme s'il voulait faire 42 ans et c'est l'impression aussi qu'il a donné. Donc je crois que ça aussi a été un plus, en plus des événements déjà annonciateurs donc de sa chute déjà en 2011, avec les mutineries au sein des forces armées burkinabées, notamment même au sein de sa garde rapprochée. Donc je crois que tous ces ingrédients, l'un mis dans l'autre, donc ont précipité sa chute. Mais il faut le dire, ce n'était pas prévisible. Je crois que même au niveau des manifestants, ils n'ont pas pensé qu'il allait pouvoir le balayer aussi facilement. Et vous voyez un peu, et quand après l'armée a pris le pouvoir, les opposants, ils disaient qu'ils veulent le respect de la démocratie. Donc dans un premier temps, ils n'ont pas pensé à une transition, à un coup d'État, mais ils voulaient au départ empêcher la révision de la Constitution. Mais je crois que finalement, en plus de cet empêchement, ils ont pu obtenir le départ de Blaise Compaoré. On avait cru à un certain moment que Blaise Compaoré avait réussi à fragiliser son opposition parce qu'aux différentes élections présidentielles auxquelles on prépare, peut-être après pas cette opposition, elle était toujours reléguée au dernier plan. C'est l'impression qu'on avait. Il n'y avait plus d'opposition. Oui, tout à fait. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Parce que quand vous visitez ce pays, vous interrogez les acteurs politiques, vous interrogez la société civile, la population, vous comprendrez qu'en réalité, la chose politique n'intéressait plus. Donc ce monde-là, c'est-à-dire comment faire que ça puisse aller et que chacun à son niveau, dans les ménages, peut jusqu'à même trouver à manger. C'est ça l'essentiel. Et vous comprendrez également qu'à un moment donné, lorsque l'opposition lance l'appel à la mobilisation, c'est difficile pour les Burkinabés de se retrouver dans les rues au-delà de 1000 personnes. Entre-temps, un mouvement a été lancé avant que ceux qui étaient proches de Blaise Compaoré ne le quittent, ne regagnent le camp de l'opposition. Donc ça ne marchait pas très bien. Donc ça a fait que, arrivé un moment, Blaise Compaoré se dit que il est toujours le tout-puissant, il peut continuer par gouverner, vite et dame, et que sans pourtant que personne ne regarde. Avec ses relations au niveau de la sous-région, avec cette histoire de la France-Afrique, dont il est détenteur du pion, il sait comment manipuler les pions en Afrique de l'Ouest. Je l'avais également fait observer tout à l'heure, il est pratiquement le négociateur dans pratiquement tous les conflits au niveau de la sous-région, au niveau de l'Union africaine, qui vient toujours en sapeur-pompier peut-être pour éteindre. Avec toutes ces situations-là, Blaise Compaoré pensait qu'il pouvait quand même jouer sur ces pions-là et tromper la vigilance du peuple. Et c'est là où je fais observer que l'humeur d'un peuple, personne n'arrive à le maîtriser. Parce que ce qui se passe, pour la plupart du temps, vous avez l'impression comme si vous arrivez à endormir tout le monde, mais d'un seul coup, si ça commence, c'est le boom. Et vous ne pouvez pas arriver à comprendre. Donc je pense que aujourd'hui, ce qui s'est passé au Burkina, chacun à son niveau puisse quand même l'analyser autrement et comprendre qu'à un moment donné, le peuple a toujours son destin à main, le peuple a le dernier mot à dire, et c'est le constat malheureusement qui a été fait. Et moi, je le dis, je tire chapeau à ce peuple burkinabé qui a su répondre au moment opportun, au moment idoine, et à balancer la tendance, l'histoire même de ce pays-là qui est en train d'être réécrite aujourd'hui. Voilà, je suppose, mesdames et messieurs, que vous avez été servis et que vous avez apprécié les temps forts de ces émissions que nous avons eu à enregistrer, comme je le disais en introduction, en 2014. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec l'actualité. Soyez à l'heure, même chaîne, même heure. Et j'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Au revoir.